La Dame de Montsoreau par Alexandre Dumas. Partie 12 du livre audio. Suite du tome 2. 8. Comment le duc d'Anjou apprit que Diane de Méridor n'était point morte. Pendant ce temps, les derniers jours d'avril étaient arrivés. La grande cathédrale de Chartres était tendue de blanc et sur les piliers des gerbes de feuillage, car on a vu par l'époque où nous sommes arrivés que le feuillage était encore une rareté, et sur les piliers, disons-nous, des gerbes de feuillage remplaçaient les fleurs absentes. Le roi, pieds nus, comme il était venu depuis la porte de Chartres, se tenait debout au milieu de la nef, regardant de temps en temps si tous ses courtisans et tous ses amis s'étaient trouvés fidèlement au rendez-vous. Mais les uns, écorchés par le pavé de la rue, avaient repris leurs souliers. Les autres, affamés ou fatigués, se reposaient ou mangeaient dans quelque hôtellerie de la route, où ils s'étaient glissés en contrebande, et un petit nombre seulement avait eu le courage de demeurer dans l'église sur la dalle humide, avec les jambes nues sous leurs longues robes de pénitents. La cérémonie religieuse, qui avait pour but de donner un héritier à la couronne de France, s'accomplissait. Les 2 chemises de Notre-Dame, dont, vu la grande quantité de miracles qu'elles avaient faits, la vertu prolifique ne pouvait être mise en doute, avaient été tirées de leur châsse d'or, et le peuple, accouru en foule à cette solennité, s'inclinait sous le feu des rayons qui jaillirent du tabernacle quand les 2 tuniques en sortirent. Henri III, en ce moment, au milieu du silence général, entendit un bruit étrange, un bruit qui ressemblait à un éclat de rire étouffé, et il chercha par habitude si Chicot n'était pas là, car il lui sembla qu'il n'y avait que Chicot qui dût avoir l'audace de rire en un pareil moment. Ce n'était pas Chicot, cependant, qui avait ri à l'aspect des 2 saintes tuniques, car Chicot, hélas, était absent, ce qui attristait fort le roi qui, on se le rappelle, l'avait perdu de vue tout à coup sur la route de Fontainebleau et n'en avait pas entendu reparler depuis. C'était un cavalier que son cheval encore fumant venait d'amener à la porte de l'église et qui s'était fait un chemin, avec ses habits et ses bottes tout souillés de boue, au milieu des courtisans affublés de leurs robes de pénitents ou coiffés de sacs, mais, dans l'un et l'autre cas, pieds nus. Voyant le roi se retourner, il resta bravement debout dans le chœur avec l'apparence du respect, car ce cavalier était homme de cour. Cela se voyait dans son attitude, encore plus que dans l'élégance des habits dont il était couvert. Henri, mécontent de voir ce cavalier arriver si tard faire tant de bruit et différer si insolemment par ses habits de ce costume monacal qui était d'ordonnance ce jour-là, lui adressa un coup d'œil plein de reproches et de dépit. Le nouveau venu ne fit pas semblant de s'en apercevoir, et, franchissant quelques dalles où étaient sculptées des effigies d'évêques, en faisant crier ses souliers pont-levis, c'était la mode alors, il alla s'agenouiller près de la chaise de velours de monsieur le duc d'Anjou, lequel, absorbé dans ses pensées bien plutôt que dans ses prières, ne prêtait pas la moindre attention à ce qui se passait autour de lui. Cependant, lorsqu'il sentit le contact de ce nouveau personnage, il se retourna vivement et, à demi-voix, s'écria « Bussy !»« Bonjour, monseigneur, » répondit le gentilhomme, comme s'il eût quitté le duc depuis la veille seulement, et qu'il ne se fût rien passé d'important depuis qu'il l'avait quitté. « Mais, lui dit le prince, tu es donc enragé ?»« Pourquoi cela, monseigneur ? Pour quitter n'importe quel lieu où tu étais, et pour venir voir à Chartres les chemises de Notre-Dame. »« Monseigneur, dit Bussy, c'est que j'ai à vous parler tout de suite. »« Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt ? Probablement parce que la chose était impossible. »« Mais que s'est-il passé depuis tantôt 3 semaines que tu as disparu ? » ?»« C'est justement de cela que j'ai à vous parler. »« Bah, tu attendras bien que nous soyons sortis de l'église. »« Hélas, il le faut bien, et c'est justement ce qui me fâche. »« Chut, voilà la fin. Prends patience, et nous retournerons ensemble à mon logis. »
J'y compte bien, monseigneur. En effet, le roi venait de passer sur sa chemise de fine toile la chemise assez grossière de Notre-Dame, et la reine, avec l'aide de ses femmes, était occupée à en faire autant. Alors le roi se mit à genoux, la reine l'imita. Chacun d'eux demeura un moment sous un vaste poêle, priant de tout son cœur, tandis que les assistants, pour faire leur cour au roi, frappaient du front la terre. Après quoi, le roi se releva, ôta sa tunique sainte, salua l'archevêque, salua la reine et se dirigea vers la porte de la cathédrale. Mais, sur la route, il s'arrêta. Il venait d'apercevoir Bussy. « Ah, monsieur, dit-il, il paraît que nos dévotions ne sont point de votre goût, car vous ne pouvez vous décider à quitter l'or et la soie, tandis que votre roi prend la bure et la serge. »« Sire, répondit Bussy avec dignité, mais en pâlissant d'impatience sous l'apostrophe, nul ne prend à cœur comme moi le service de votre majesté, même parmi ceux dont le froc est plus humble et dont les pieds sont les plus déchirés. Mais j'arrive d'un voyage long et fatigant, et je n'ai su que ce matin le départ de votre majesté pour Chartres. J'ai donc fait 22 lieues en 5 heures, sire, pour venir joindre votre majesté. Voilà pourquoi je n'ai pas eu le temps de changer d'habit, ce dont votre majesté ne se serait point aperçu au reste si, au lieu de venir pour joindre humblement mes prières aux siennes, j'étais resté à Paris. » Le roi parut assez satisfait de cette raison. Mais, comme il avait regardé ses amis, dont quelques-uns avaient haussé les épaules aux paroles de Bussy, il craignit de les désobliger en faisant bonne mine au gentilhomme de son frère. Et il passa outre. Bussy laissa passer le roi sans sourciller. « Eh quoi ?» dit le duc. « Tu ne vois donc pas ?»« Quoi ? Que Schomberg, que Caylus et que Maugiron ont haussé les épaules à ton excuse ?»« Si fait, monseigneur. Je l'ai parfaitement vu, » dit Bussy, très calme. « Eh bien, croyez-vous que je vais égorger mes semblables, ou à peu près, dans une église ? Je suis trop bon chrétien pour cela. »« Ah, fort bien, » dit le duc d'Anjou, étonné. « Je croyais que tu n'avais pas vu, ou que tu n'avais pas voulu voir. » Bussy haussa les épaules à son tour, et, à la sortie de l'église, prenant le prince à part. « Chez vous, n'est-ce pas, monseigneur ?» dit-il. « Tout de suite, car tu dois avoir bien des choses à m'apprendre. »« Oui, en effet, monseigneur, et des choses dont vous ne vous doutez pas, j'en suis sûr. » Le duc regarda Bussy avec étonnement. « C'est comme cela, » dit Bussy. « Eh bien, laisse-moi seulement saluer le roi, et je suis à toi. » Le duc alla prendre congé de son frère, qui, par une grâce toute particulière de Notre-Dame, disposé sans doute à l'indulgence, donna au duc d'Anjou la permission de retourner à Paris quand bon lui semblerait. Alors, revenant en toute hâte vers Bussy, et s'enfermant avec lui dans une des chambres de l'hôtel qui lui était assignée pour logement, « Voyons, compagnon, dit-il, assieds-toi là et raconte-moi ton aventure. Sais-tu que je t'ai cru mort ? » « Je le crois bien, monseigneur. » « Sais-tu que toute la cour a pris les habits blancs en réjouissance de ta disparition, et que beaucoup de poitrines ont respiré librement pour la première fois depuis que tu sais tenir une épée ? Mais il ne s'agit pas de cela. Voyons, tu m'as quitté pour te mettre à la poursuite d'une belle inconnue. Quelle était cette femme, et que dois-je attendre ? Vous devez récolter ce que vous avez semé, monseigneur, c'est-à-dire beaucoup de honte. Plaît-il ? Fit le duc, plus étonné encore de ces étranges paroles que du ton irrévérencieux de Bussy. Monseigneur a entendu, dit froidement Bussy. Il est donc inutile que je répète. Expliquez-vous, monsieur, et laissez à Chicot les énigmes et les anagrammes. Oh, rien de plus facile, monseigneur, et je me contenterai d'en appeler à votre souvenir. Mais qui est cette femme ? Je croyais que monseigneur l'avait reconnue. C'était donc elle ? S'écria le duc. Oui, monseigneur. Tu l'as vue ? Oui. T'a-t-elle parlé ? Sans doute. Il n'y a que les spectres qui ne parlent pas. Après cela, peut-être, monseigneur avait-il le droit de la croire morte et l'espérance qu'elle l'était. Le duc pâlit
et demeura comme écrasé par la rudesse des paroles de celui qui eût dû être son courtisan. « Eh bien oui, monseigneur, continua Bussy, quoique vous ayez poussé au martyre une jeune fille de race noble, cette jeune fille a échappé au martyre. Mais ne respirez pas encore, et ne vous croyez pas encore absous, car, en conservant la vie, elle a trouvé un malheur plus grand que la mort. »« Qu'est-ce donc ? Et que lui est-il arrivé ? » demanda le duc tout tremblant. « Monseigneur, il lui est arrivé qu'un homme lui a conservé l'honneur, qu'un homme lui a sauvé la vie, mais cet homme s'est fait payer son service si cher que c'est à regretter qu'il l'ait rendu. Achève, voyons. Eh bien, monseigneur, la demoiselle de Méridor, pour échapper aux bras déjà étendus de monsieur le duc d'Anjou, dont elle ne voulait pas être la maîtresse, la demoiselle de Méridor s'est jetée aux bras d'un homme qu'elle exècre. Que dis-tu ? Je dis que Diane de Méridor s'appelle aujourd'hui Madame de Montsoreau. » À ces mots, au lieu de la pâleur qui couvrait ordinairement les joues de François, le sang reflua si violemment à son visage qu'on eût cru qu'il allait lui jaillir par les yeux. « Sang du Christ !» s'écria le prince furieux. « Cela est-il bien vrai ?»« Pardieu, puisque je le dis, » répliqua Bussy avec son air hautain. « Ce n'est point ce que je voulais dire, » répéta le prince, « et je ne suspectais point votre loyauté, Bussy. Je me demandais seulement s'il était possible qu'un de mes gentilshommes, un Montsoreau, eût eu l'audace de protéger contre mon amour une femme que j'honorais de mon amour. »« Et pourquoi pas ?» dit Bussy. « Tu eusses donc fait ce qu'il a fait, toi ? J'eusse fait mieux, monseigneur. Je vous eusse averti que votre honneur se fourvoyait. »« Un moment, Bussy, » dit le duc redevenu calme. « Écoutez, s'il vous plaît. Vous comprenez, mon cher, que je ne me justifie pas. Et vous avez tort, mon prince, car vous n'êtes qu'un gentilhomme toutes les fois qu'il s'agit de prud'homme. Eh bien, c'est pour cela que je vous prie d'être le juge de monsieur de Montsoreau. »« Moi ? » ?»« Oui, vous. Et de me dire s'il n'est point un traître envers moi. »« Envers vous ? » ?»« Envers moi, dont il connaissait les intentions. »« Ah, les intentions de votre Altesse étaient de me faire aimer de Diane, sans doute. »« De vous faire aimer ? » ?»« Oui, mais dans aucun cas de n'employer la violence. »« C'étaient là vos intentions, monseigneur, » dit Bussy avec un sourire ironique. « Sans doute, et ces intentions, je les ai conservées jusqu'au dernier moment, quoique monsieur de Montsoreau les ait combattues avec toute la logique dont il était capable. »« Monseigneur, que dites-vous là ? Cet homme vous a poussé à déshonorer Diane ? » ?»« Oui. »« Par ses conseils ? » ?»« Par ses lettres. En veux-tu voir une de ces lettres ? » ?»« Oh !» s'écria Bussy, « si je pouvais croire cela. Attends une seconde, tu verras. » Et le duc courut à une petite caisse que gardait toujours un page dans son cabinet, et en tira un billet qu'il donna à Bussy. « Lis, dit-il, puisque tu doutes de la parole de ton prince. » Bussy prit le billet d'une main tremblante de doute et lut. « Monseigneur, que votre Altesse se rassure. Ce coup de main se fera sans risque, car la jeune personne part ce soir pour aller passer 8 jours chez une tante qui demeure au château de Lude. Je m'en charge donc, et vous n'avez pas besoin de vous en inquiéter. Quant aux scrupules de la demoiselle, croyez bien qu'ils s'évanouiront dès qu'elle se trouvera en présence de votre Altesse. En attendant, j'agis, et ce soir, elle sera au château de Baugé. De votre Altesse, le très respectueux serviteur, Bruyant de Montsoreau. »« Eh bien, qu'en dis-tu, Bussy ?» demanda le prince, après que le gentilhomme eut relu la lettre une seconde fois. « Je dis que vous êtes bien servi, monseigneur. »« C'est-à-dire que je suis trahi, au contraire. »« Ah, c'est juste, j'oubliais la suite. »« Joué, le misérable, il m'a fait croire à la mort d'une femme qu'il vous volait. En effet, le trait est noir. Mais, ajouta Bussy avec une ironie poignante, l'amour de monsieur de Montsoreau est une excuse. »« Ah, tu crois ? » dit le duc avec son plus mauvais sourire. « Dame, reprit Bussy, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je le crois si vous le croyez. Que ferais-tu à ma place ? Mais d'abord, attends, qu'a-t-il fait lui-même ?
Il a fait accroire au père de la jeune fille que c'était vous qui étiez le ravisseur. Il s'est offert pour appui. Il s'est présenté au château de Baugé avec une lettre du baron de Méridor. Enfin, il a fait approcher une barque des fenêtres du château, et il a enlevé la prisonnière. Puis, la renfermant dans la maison que vous savez, il l'a poussée, de terreur en terreur, à devenir sa femme. « Et ce n'est point là une déloyauté infâme !» s'écria le duc. « Mis à l'abri sous la vôtre, monseigneur, » répondit le gentilhomme avec sa hardiesse ordinaire. « Ah, Bussy, tu verras si je sais me venger. »« Vous venger ? Allons donc, monseigneur, vous ne ferez point une chose pareille. »« Comment ? Les princes ne se vengent point, monseigneur. Ils punissent. Vous reprocherez son infamie à ce Montsoreau et vous le punirez. Et de quelle façon ? En rendant le bonheur à mademoiselle de Méridor. Et le puis-je ? Certainement. Et comment cela ? En lui rendant la liberté. Voyons, explique-toi. Rien de plus facile. Le mariage a été forcé, donc le mariage est nul. Tu as raison. Faites donc annuler le mariage, et vous aurez agi, monseigneur, en digne gentilhomme et en noble prince. « Ah ah !» dit le prince soupçonneux. « Quelle chaleur ! Cela t'intéresse donc, Bussy ? » ?»« Moi, pas le moins du monde. Ce qui m'intéresse, monseigneur, c'est qu'on ne dise pas que Louis de Clermont, comte de Bussy, sert un prince perfide et un homme sans honneur. Eh bien, tu verras. Mais comment rompre ce mariage ? Rien de plus facile, en faisant agir le père. Le baron de Méridor ? Oui. Mais il est au fond de l'Anjou. Il est ici, monseigneur, c'est-à-dire à Paris. Chez toi ? Non, près de sa fille. Parlez-lui, monseigneur, qu'il puisse compter sur vous. Qu'au lieu de voir dans votre Altesse ce qu'il y a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire un ennemi, il y voit un protecteur, et lui, qui maudissait votre nom, va vous adorer comme son bon génie. C'est un puissant seigneur dans son pays, dit le duc, et l'on assure qu'il est très influent dans toute la province. Oui, monseigneur, mais ce dont vous devez vous souvenir avant toute chose, c'est qu'il est père, c'est que sa fille est malheureuse, et qu'il est malheureux du malheur de sa fille. Et quand pourrais-je le voir ? Aussitôt votre retour à Paris. Bien. C'est convenu, alors, n'est-ce pas, monseigneur ? Oui. Foi de gentilhomme ? Foi de prince. Et quand partez-vous ? Ce soir. M'attends-tu ? Non, je cours devant. Va, et tiens-toi prêt. Tout à vous, monseigneur. Où retrouverai-je votre Altesse ? Au lever du roi, demain, vers midi. J'y serai, monseigneur. Adieu. Bussy ne perdit pas un moment, et le chemin que le duc fit en dormant dans sa litière et qu'il mit 15 heures à faire, le jeune homme, qui revenait à Paris le cœur gonflé d'amour et de joie, le dévora en 5 heures pour consoler plutôt le baron, auquel il avait promis assistance, et Diane, à laquelle il allait porter la moitié de sa vie. 9. Comment Chicot revint au Louvre et fut reçu par le roi Henri III. Tout dormait au Louvre, car il n'était encore que 11 heures du matin. Les sentinelles de la cour semblaient marcher avec précaution. Les chevaliers qui relevaient la garde allaient au pas. On laissait reposer le roi, fatigué de son pèlerinage. 2 hommes se présentèrent en même temps à la porte principale du Louvre, l'un sur un barbe d'une fraîcheur incomparable, l'autre sur un andalou tout floconneux d'écume. Ils s'arrêtèrent de front à la porte et se regardèrent, car venus par 2 chemins opposés, ils se rencontraient là seulement. « Monsieur de Chicot !» s'écria le plus jeune des deux en saluant avec politesse. « Comment vous portez-vous ce matin ?»« Eh, c'est le seigneur de Bussy !»« Mais à merveille, monsieur !» répondit Chicot avec une aisance et une courtoisie qui sentaient le gentilhomme pour le moins autant que le salut de Bussy sentait son grand seigneur et son homme délicat. « Vous venez voir le lever du roi, monsieur ?» demanda Bussy. « Et vous aussi, je présume ? » ?»« Non, je viens pour saluer monseigneur le duc d'Anjou. Vous savez, monsieur de Chicot, ajouta Bussy en souriant, que je n'ai pas le bonheur d'être des favoris de sa majesté. C'est un reproche que je ferai au roi et non à vous, monsieur. » Bussy s'inclina. « Et vous arrivez de loin ? demanda Bussy. « On vous disait en voyage. »« Oui, monsieur, je chassais, répliqua Chicot.
Mais de votre côté, ne voyagiez-vous point aussi ? En effet, j'ai fait une course en province. Maintenant, monsieur, continua Bussy, serez-vous assez bon pour me rendre un service ? Comment donc ? Chaque fois que monsieur de Bussy voudra disposer de moi pour quelque chose que ce soit, dit Chicot, il m'honorera infiniment. Eh bien, vous allez pénétrer dans le Louvre, vous, le privilégié, tandis que moi, je resterai dans l'antichambre. Veuillez donc faire prévenir le duc d'Anjou que j'attends. Monsieur le duc d'Anjou est au Louvre, dit Chicot, et va sans doute assister au lever de Sa Majesté. Que n'entrez-vous avec moi, monsieur ? Je crains le mauvais visage du roi. Bah, dame, il ne m'a point jusqu'à présent habitué à ses plus gracieux sourires. D'ici à quelque temps, soyez tranquille, tout cela changera. Ah ah, vous êtes donc nécromancien, monsieur de Chicot ? Quelquefois. Allons, du courage. Venez, monsieur de Bussy. Ils entrèrent en effet et se dirigèrent l'un vers le logis de monsieur le duc d'Anjou, qui habitait, nous croyons l'avoir déjà dit, l'appartement qu'avait habité jadis la reine Marguerite, l'autre vers la chambre du roi. Henri III venait de s'éveiller. Il avait sonné sur le grand timbre, et une nuée de valets et d'amis s'était précipitée dans la chambre royale. Déjà, le bouillon de volaille, le vin épicé et les pâtes de viande étaient servis, quand Chicot entra tout fringant chez son auguste maître, et commença, avant de dire bonjour, par manger au plat et boire à l'écuelle d'or. « Par la mordieu !» s'écria le roi ravi, quoiqu'il jouât la colère. « C'est ce coquin de Chicot, je crois, un fugitif, un vagabond, un pendard. »« Eh bien, qu'as-tu donc, mon fils ?» dit Chicot, en s'asseyant sans façon, avec ses bottes poudreuses, sur l'immense fauteuil à fleurs de lys d'or où était assis Henri III lui-même. Nous oublions donc ce petit retour de Pologne où nous avons joué le rôle de cerf, tandis que les magnats jouaient celui de chien. Taillot, taillot !»« Allons, voilà mon malheur revenu, » dit Henri. « Je ne vais plus entendre que des choses désagréables. J'étais bien tranquille, cependant, depuis 3 semaines. » Bah, dit Chicot, tu te plains toujours. On te prendrait pour un de tes sujets, le diable m'emporte. Voyons, qu'as-tu fait en mon absence, mon petit Henriquet ? A-t-on un peu drôlement gouverné ce beau royaume de France ? Monsieur Chicot. Nos peuples tirent-ils la langue, hein ? Drôle. A-t-on pendu quelqu'un de ces petits messieurs frisés ? Ah, pardon, monsieur de Caylus, je ne vous voyais pas. Chicot, nous nous brouillerons. Enfin, reste-t-il quelque argent dans nos coffres ou dans ceux des Juifs ? Ce ne serait pas malheureux, nous avons bien besoin de nous divertir, ventre de biche. C'est bien assommant, la vie. Et il acheva de rafler sur le plat de vermeil des pâtes de viande dorées à la poêle. Le roi se mit à rire. C'était toujours par là qu'il finissait. « Voyons, dit-il, qu'as-tu fait pendant cette longue absence ?»« J'ai, dit Chicot, imaginé le plan d'une petite procession en 3 actes. Premier acte. Des pénitents habillés d'une chemise et d'un haut de chausse seulement, se tirant les cheveux et se gourmant réciproquement, montent du Louvre à Montmartre. Deuxième acte. Les mêmes pénitents, dépouillés jusqu'à la ceinture et se fouettant avec des chapelets de pointe d'épines, descendent de Montmartre à l'abbaye de Sainte-Geneviève. Troisième acte. Enfin, ces mêmes pénitents tout nus, se découpant mutuellement à grands coups de martinet, des lanières sur les omoplates, reviennent de l'abbaye Sainte-Geneviève au Louvre. J'avais bien pensé, comme péripétie inattendue, à les faire passer par la place de Grève, où le bourreau les eut tous brûlés depuis le premier jusqu'au dernier. Mais j'ai pensé que le Seigneur avait gardé là-haut un peu de soufre de Sodome et un peu de bitume de Gomorrhe, et je ne veux pas lui ôter le plaisir de faire lui-même la grillade. Ça, messieurs, en attendant ce grand jour, divertissons-nous. « Et d'abord, voyons, qu'es-tu devenu ?» demanda le roi. « Sais-tu que je t'ai fait chercher dans tous les mauvais lieux de Paris ? As-tu bien fouillé le Louvre ? Quelque paillard, ton ami, t'aura confisqué. »« Cela ne se peut pas, Henri. C'est toi qui as confisqué tous les paillards. »« Je me trompais donc ? » ?»« Eh, mon Dieu, oui, comme toujours, du tout au tout. »« Nous verrons que tu faisais pénitence. »« Justement, je me suis mis un peu en religion pour voir ce que c'était, et, ma foi, j'en suis revenu.
J'ai assez des moines. Fi, les sales animaux. En ce moment, M. de Montsoreau entra chez le roi, qu'il salua avec un profond respect. « Ah, c'est vous, monsieur le grand veneur, dit Henri. Quand nous ferez-vous faire quelques belles chasses, voyons. Quand il plaira à votre majesté. Je reçois la nouvelle que nous avons force sanglier à Saint-Germain-en-Laye. »« C'est bien dangereux, le sanglier, dit Chicot. Le roi Charles IX, je me le rappelle, a manqué être tué à une chasse au sanglier. Et puis, les épieux sont durs, et cela fait des ampoules à nos petites mains. N'est-ce pas, mon fils ?» Monsieur de Montsoreau regarda Chicot de travers. « Tiens, dit le Gascon à Henri, il n'y a pas longtemps que ton grand veneur a rencontré un loup. »« Pourquoi cela ? » ?»« Parce que, comme les nuées du poète Aristophane, il en a retenu la figure, l'œil surtout. C'est frappant. » Monsieur de Montsoreau se retourna et dit en pâlissant à Chicot. « Monsieur Chicot, je suis peu fait au bouffon, ayant rarement vécu à la cour, et je vous préviens que, devant mon roi, je n'aime point à être humilié, surtout lorsqu'il s'agit de son service. »« Eh bien, monsieur, dit Chicot, vous êtes tout le contraire de nous, qui sommes gens de cour. Aussi avons-nous bien ri de la dernière bouffonnerie. »« Et quelle est cette bouffonnerie ?» demanda Montsoreau. « Il vous a nommé grand veneur. Vous voyez que, s'il est moins bouffon que moi, il est encore plus fou, ce cher Henriquet. » Montsoreau lança un regard terrible au Gascon. « Allons, allons, dit Henri, qui prévoyait une querelle. Parlons d'autre chose, messieurs. »« Oui, dit Chicot, parlons des mérites de Notre-Dame de Chartres. »« Chicot, pas d'impiété, dit le roi d'un ton sévère. »« Des impiétés, moi ?» dit Chicot. « Allons donc. Tu me prends pour un homme d'église, tandis que je suis un homme d'épée. Au contraire, c'est moi qui te préviendrai d'une chose, mon fils. »« Et de laquelle ? » ?»« C'est que tu en uses mal avec Notre-Dame de Chartres, Henri. On ne peut plus mal. »« Comment cela ? » ?»« Sans doute. Notre-Dame avait 2 chemises accoutumées à se trouver ensemble, et tu les as séparées. À ta place, je les eusse réunies, Henri, et il y eut eu chance au moins pour qu'un miracle se fît. » Cette allusion un peu brutale à la séparation du roi et de la reine fit rire les amis du roi. Henri se détira les bras, se frotta les yeux et sourit à son tour. « Pour cette raison, dit-il, le fou a, mordieu, raison. » Et il parla d'autre chose. « Monsieur, dit tout bas Montsoreau à Chicot, vous plairait-il, sans faire semblant de rien, d'aller m'attendre dans l'embrasure de cette fenêtre ? » « Comment donc, monsieur, dit Chicot, mais avec le plus grand plaisir. »« Eh bien, alors, tirons à l'écart. »« Au fond d'un bois, si cela vous convient, monsieur. » Trêve de plaisanterie. Elles sont inutiles, car il n'y a plus personne pour en rire, dit Montsoreau en rejoignant le bouffon dans l'embrasure, où celui-ci l'avait précédé. Nous sommes face à face. Nous nous devons la vérité, monsieur Chicot, monsieur le fou, monsieur le bouffon. Un gentilhomme vous défend, entendez-vous bien ce mot ? Vous défend de rire de lui. Il vous invite surtout à bien réfléchir avant de donner vos rendez-vous dans les bois, car dans ces bois où vous vouliez me conduire tout à l'heure, il pousse une collection de bâtons volants et autres, tout à fait dignes de faire suite à ceux qui vous ont si rudement étrillés de la part de monsieur de Mayenne. « Ah !» fit Chicot sans s'émouvoir en apparence, bien que son œil noir eût lancé un sombre éclair. « Ah, monsieur, vous me rappelez tout ce que je dois à monsieur de Mayenne. Vous voudriez donc que je devinsse votre débiteur comme je suis le sien, et que je vous plaçasse sur la même ligne dans mon souvenir et vous gardasse une part égale de ma reconnaissance ? Il me semble que, parmi vos créanciers, monsieur, vous oubliez de compter le principal. Cela m'étonne, monsieur, car je me vante d'avoir excellente mémoire. Quel est donc ce créancier, je vous prie ? » ?»« Maître Nicolas David. »« Oh, pour celui-là, vous vous trompez, dit Chicot avec un sourire sinistre. Je ne lui dois plus rien. Il est payé. » En ce moment, un 3e interlocuteur vint se mêler à la conversation. C'était Bussy. « Ah, monsieur de Bussy, dit Chicot, venez un peu à mon aide. Voici monsieur de Montsoreau qui m'a détourné comme vous voyez, et qui veut me mener ni plus ni moins qu'un cerf ou un daim.
Dites-lui qu'il se trompe, monsieur de Bussy, qu'il a affaire à un sanglier et que le sanglier revient sur le chasseur. Monsieur Chicot, dit Bussy, je crois que vous faites tort à monsieur le grand-veneur en pensant qu'il ne vous tient pas pour ce que vous êtes, c'est-à-dire pour un bon gentilhomme. Monsieur, continua Bussy en s'adressant au comte, j'ai l'honneur de vous prévenir que monsieur le duc d'Anjou désire vous parler. À moi, fit Montsoreau inquiet. À vous-même, monsieur, dit Bussy. Montsoreau dirigea sur son interlocuteur un regard qui avait l'intention de pénétrer jusqu'au fond de son âme, mais fut forcé de s'arrêter à la surface, tant les yeux et le sourire de Bussy étaient pleins de sérénité. « M'accompagnez-vous, monsieur ?» demanda le grand-veneur au gentilhomme. « Non, monsieur, je cours prévenir son Altesse que vous vous rendez à ses ordres, tandis que vous prendrez congé du roi. » Et Bussy s'en retourna comme il était venu, se glissant, avec son adresse ordinaire, parmi la foule des courtisans. Le duc d'Anjou attendait effectivement dans son cabinet et relisait la lettre que nos lecteurs connaissent déjà. Entendant du bruit aux portières, il crut que c'était Montsoreau qui se rendait à ses ordres et cacha cette lettre. Bussy parut. « Eh bien, dit le duc. « Eh bien, monseigneur, le voici. Il ne se doute de rien. »« Et quand cela serait ? Lorsqu'il serait sur ses gardes, dit Bussy. N'est-ce pas votre créature ? Tiré du néant par vous, ne pouvez-vous pas le réduire au néant ? Sans doute, répondit le duc avec cet air préoccupé que lui donnait toujours l'approche des événements où il fallait développer quelque énergie. Vous paraît-il moins coupable qu'il ne l'était hier ? 100 fois plus. Ces crimes sont de ceux qui s'accroissent quand on y réfléchit. D'ailleurs, dit Bussy, tout se borne à un seul point. Il a enlevé par trahison une jeune fille noble. Il l'a épousée frauduleusement et par des moyens indignes d'un gentilhomme. Il demandera lui-même la résolution de ce mariage ou vous la demanderez pour lui. C'est arrêté ainsi. Et au nom du père, au nom de la jeune fille, au nom du château de Méridor, au nom de Diane, j'ai votre parole ? Vous l'avez. Songez qu'ils sont prévenus, qu'ils attendent dans l'anxiété le résultat de votre entrevue avec cet homme. La jeune fille sera libre, Bussy, je t'en engage ma foi. Ah, dit Bussy, si vous faites cela, vous serez réellement un grand prince, monseigneur. Et il prit la main du duc, cette main qui avait signé tant de fausses promesses, qui avait manqué à tant de serments jurés, et il la baisa respectueusement. En ce moment, on entendit des pas dans le vestibule. « Le voici, » dit Bussy. « Faites entrer monsieur de Montsoreau » cria François avec une sévérité qui parut de bon augure à Bussy. Et cette fois, le jeune gentilhomme, presque sûr d'atteindre enfin au résultat ambitionné par lui, ne put empêcher son regard de prendre, en saluant Montsoreau, une légère teinte d'ironie orgueilleuse. Le grand-veneur reçut, de son côté, le salut de Bussy avec ce regard vitreux derrière lequel il retranchait les sentiments de son âme, comme derrière une infranchissable forteresse. Bussy attendit dans ce corridor que nous connaissons déjà, dans ce même corridor où la Mole, une nuit, avait failli être étranglée par Charles IX, Henri III, le duc d'Alençon et le duc de Guise, avec la cordelière de la reine-mère. Ce corridor, ainsi que le palier auquel il correspondait, était pour le moment encombré de gentilshommes qui venaient faire leur cour au duc. Bussy prit place avec eux, et chacun s'empressa de lui faire sa place, autant pour la considération dont il jouissait par lui-même que pour sa faveur près du duc d'Anjou. Le gentilhomme enferma toutes ses sensations en lui-même et, sans rien laisser apercevoir de la terrible angoisse qu'il concentrait dans son cœur, il attendit le résultat de cette conférence où tout son bonheur à venir était en jeu. La conversation ne pouvait manquer d'être animée. Bussy avait assez vu de M. de Montsoreau pour comprendre que celui-ci ne se laisserait pas détruire sans lutte. Mais, enfin, il ne s'agissait pour le duc d'Anjou que d'appuyer la main sur lui, et s'il ne pliait pas, eh bien, alors, il romprait. Tout à coup, l'éclat bien connu de la voix du prince se fit entendre. Cette voix semblait commander. Bussy tressaillit de joie. « Ah, dit-il, voilà le duc qui me tient parole. » Mais à cet éclat, il n'en succéda aucun autre, et, comme chacun se taisait en se regardant avec inquiétude, un profond silence régna bientôt parmi les courtisans. Inquiets,
troublé dans son rêve commencé, soumis maintenant au flux des espérances et au reflux de la crainte, Bussy sentit s'écouler minute par minute près d'un quart d'heure. Tout à coup, la porte de la chambre du duc s'ouvrit et l'on entendit à travers les portières sortir de cette chambre des voix enjouées. Bussy savait que le duc était seul avec le grand-veneur et que, si leur conversation avait suivi son cours ordinaire, elle ne devrait être rien moins que joyeuse en ce moment. Cette placidité le fit frissonner. Bientôt, les voix se rapprochèrent, la portière se souleva. Montsoreau sortit à reculons et en saluant. Le duc le reconduisit jusqu'à la limite de sa chambre en disant « Adieu, notre ami, c'est chose convenue. » « Notre ami, murmura Bussy. Sans Dieu, que signifie cela ?»« Ainsi, monseigneur, dit Montsoreau, toujours tourné vers le prince, c'est bien la vie de votre Altesse. Le meilleur moyen à présent, c'est la publicité. Oui, oui, dit le duc, ce sont aux jeux d'enfants que tous ces mystères. Alors, dit le grand-veneur, dès ce soir, je la présenterai au roi. Marchez sans crainte, j'aurai tout préparé. Le duc se pencha vers le grand-veneur et lui dit quelques mots à l'oreille. C'est fait, monseigneur, répondit celui-ci. Montsoreau salua une dernière fois le duc, qui, sans voir Bussy, caché qu'il était par les plis d'une portière à laquelle il se cramponnait pour ne pas tomber, examinait les assistants. « Messieurs, dit Montsoreau, se retournant vers les gentilshommes qui attendaient leur tour d'audience, et qui s'inclinaient déjà devant une faveur à l'éclat de laquelle semblait pâlir celle de Bussy. « Messieurs, permettez que je vous annonce une nouvelle. Monseigneur me permet que je rende public mon mariage avec mademoiselle Diane de Méridor, ma femme depuis plus d'un mois, et que, sous ses auspices, je la présente ce soir à la cour. » Bussy chancela. Quoique le coup ne fût déjà plus inattendu, il était si violent qu'il pensa en être écrasé. Ce fut alors qu'il avança la tête et que le duc et lui, tous deux pâles de sentiments bien opposés, échangèrent un regard de mépris de la part de Bussy, de terreur de la part du duc d'Anjou. Montsoreau traversa le groupe des gentilshommes au milieu des compliments et des félicitations. Quant à Bussy, il fit un mouvement pour aller au duc, mais celui-ci vit ce mouvement et le prévint en laissant retomber la portière. En même temps, derrière la portière, la porte se referma et l'on entendit le grincement de la clé dans la serrure. Bussy sentit alors son sang affluer chaud et tumultueux à ses tempes et à son cœur. Sa main, rencontrant la dague pendue à son ceinturon, la tira machinalement à moitié du fourreau, car, chez cet homme, les passions prenaient un premier élan irrésistible. Mais l'amour, qui l'avait poussé à cette violence, paralysa toute sa fougue. Une douleur amère, profonde, lancinante, étouffa la colère. Au lieu de se gonfler, le cœur éclata. Dans ce paroxysme de deux passions qui luttaient ensemble, l'énergie du jeune homme succomba, comme tombent ensemble, pour s'être choqués au plus fort de leur ascension, deux vagues courroucées qui semblaient vouloir escalader le ciel. Bussy comprit que, s'il restait là, il allait donner le spectacle de sa douleur insensée. Il suivit le corridor, gagna l'escalier secret, descendit par une poterne dans la cour du Louvre, sauta sur son cheval et prit au galop le chemin de la rue Saint-Antoine. Le baron et Diane attendaient la réponse promise par Bussy. Ils virent le jeune homme apparaître, pâle, le visage bouleversé et les yeux sanglants. « Madame, s'écria Bussy, méprisez-moi, haïssez-moi. Je croyais être quelque chose dans ce monde, et je ne suis qu'un atome. Je croyais pouvoir quelque chose, et je ne peux pas même m'arracher le cœur. Madame, vous êtes bien la femme de monsieur de Montsoreau, et sa femme légitime reconnue à cette heure, et qui doit être présentée ce soir. Mais je suis un pauvre fou, un misérable insensé, ou plutôt, oui, comme vous le disiez, monsieur le baron. C'est monsieur le duc d'Anjou qui est un lâche et un infâme. » Et, laissant le père et la fille épouvantés, fous de douleur, ivres de rage,
Bussy sortit de la chambre, se précipita par les montées, sauta sur son cheval, lui enfonça ses 2 éperons dans le ventre et, sans savoir où il allait, lâchant les rênes, ne s'occupant que d'étreindre son cœur grondant sous sa main crispée, il partit, semant sur son passage le vertige et la terreur. 10. Ce qui s'était passé entre Monseigneur le duc d'Anjou et le grand-veneur. Il est temps d'expliquer ce changement subit qui s'était opéré dans les façons du duc d'Anjou à l'égard de Bussy. Le duc, lorsqu'il reçut M. de Montsoreau, après les exhortations de son gentilhomme, était monté sur le ton le plus favorable au projet de ce dernier. Sa bile, facile à s'irriter, débordait d'un cœur ulcéré par les 2 passions dominantes dans ce cœur. L'amour-propre du duc avait reçu sa blessure. La peur d'un éclat, dont menaçait Bussy au nom de M. de Méridor, fouettait plus douloureusement encore la colère de François. En effet, 2 sentiments de cette nature produisent, en se combinant, d'épouvantables explosions quand le cœur qui les renferme, pareil à ces bombes saturées de poudre, est assez solidement construit, assez hermétiquement clos pour que la compression double l'éclat. M. d'Alençon reçut donc le grand-veneur avec un de ces visages sévères qui faisaient trembler à la cour les plus intrépides, car on savait les ressources de François en matière de vengeance. « Votre Altesse m'a mandé, » dit Montsoreau, fort calme et avec un regard aux tapisseries, car il devinait, cet homme habitué à manier l'âme du prince, tout le feu qui couvait sous ses froideurs apparentes, et l'on eût dit, pour transporter la figure de l'être vivant aux objets inanimés, qu'il demandait compte, à l'appartement, des projets au maître. « Ne craignez rien, monsieur, » dit le duc qui avait compris. « Il n'y a personne derrière ces tentures. Nous pourrons causer librement et surtout, franchement. » Montsoreau s'inclina. « Car vous êtes un bon serviteur, monsieur le grand-veneur de France, et vous avez de l'attachement pour ma personne. »« Je le crois, monseigneur. »« Moi, j'en suis sûr, monsieur. C'est vous qui, en mainte occasion, m'avez instruit des complots ourdis contre moi, vous qui avez aidé mes entreprises, oubliant souvent vos intérêts, exposant votre vie. Altesse, je le sais. Dernièrement encore, il faut que je vous le rappelle, car en vérité, vous avez tant de délicatesse que jamais chez vous aucune allusion, même indirecte, ne remet en évidence les services rendus. Dernièrement, pour cette malheureuse aventure... »« Quelle aventure, monseigneur ?»« Cet enlèvement de mademoiselle de Méridor, pauvre jeune fille. »« Hélas, murmura Montsoreau, de façon que la réponse ne fut pas sérieusement applicable au sens des paroles de François. « Vous la plaignez, n'est-ce pas ?» dit ce dernier, l'appelant sur un terrain sûr. « Ne la plaindriez-vous pas, Altesse ? » ?»« Moi ? Oh, vous savez si j'ai regretté ce funeste caprice. Et tenez, il a fallu toute l'amitié que j'ai pour vous, toute l'habitude que j'ai de vos bons services, pour me faire oublier que sans vous, je n'eusse pas enlevé la jeune fille. » Montsoreau sentit le coup. « Voyons, se dit-il, serait-ce simplement des remords ? » ?»« Monseigneur, répliqua-t-il, votre bonté naturelle vous conduit à exagérer. Vous n'avez pas plus causé la mort de cette jeune fille que moi-même. »« Comment cela ? » ?»« Certes, vous n'aviez pas l'intention de pousser la violence jusqu'à la mort de mademoiselle de Méridor. »« Oh non. Alors, l'intention vous absout, monseigneur. C'est un malheur comme le hasard en cause tous les jours. »« Et d'ailleurs, ajouta le duc en plongeant son regard dans le cœur de Montsoreau, la mort a tout enveloppé dans son éternel silence. » Il y eut assez de vibrations dans la voix du prince pour que Montsoreau levât les yeux aussitôt et se dit « Ce ne sont pas des remords. »« Monseigneur, reprit-il, voulez-vous que je parle franc à votre Altesse ? » ?»« Pourquoi hésiteriez-vous ? » dit aussitôt le prince avec un étonnement mêlé de hauteur. « En effet, dit Montsoreau, je ne sais pas pourquoi j'hésiterais. »« Qu'est-ce à dire ? » « Oh, monseigneur,
Je veux dire qu'avec un prince aussi éminent par son intelligence et sa noblesse de cœur, la franchise doit entrer désormais comme un élément principal dans cette conversation. Désormais, que signifie ? C'est que, au début, Votre Altesse n'a pas jugé à propos d'user avec moi de cette franchise. Vraiment, riposta le duc avec un éclat de rire qui décelait une furieuse colère. Écoutez-moi, monseigneur, dit humblement Montsoreau. Je sais ce que Votre Altesse voulait me dire. Parlez donc, alors. Votre Altesse voulait me faire entendre que, peut-être, mademoiselle de Méridor n'était pas morte, et qu'elle dispensait de remords ceux qui se croyaient ses meurtriers. Oh, quel temps vous avez mis, monsieur, à me faire cette réflexion consolante. Vous êtes un fidèle serviteur, sur ma parole. Vous m'avez vu sombre, affligé, vous m'avez ouï parler des rêves funèbres que je faisais depuis la mort de cette femme, moi dont la sensibilité n'est pas banale, Dieu merci. Et vous m'avez laissé vivre ainsi, lorsque, avec ce seul doute, vous pouviez m'épargner tant de souffrances. Comment faut-il que j'appelle cette conduite, monsieur ? Le duc prononça ces paroles avec tout l'éclat d'un courroux prêt à déborder. Monseigneur, répondit Montsoreau, on dirait que votre Altesse dirige contre moi une accusation. Traître, s'écria tout à coup le duc, en faisant un pas vers le grand veneur. Je la dirige et je l'appuie. Tu m'as trompé. Tu m'as pris cette femme que j'aimais. Montsoreau pâlit affreusement, mais ne perdit rien de son attitude calme et presque fière. C'est vrai, dit-il. Ah, c'est vrai ? L'impudent, le fourbe. Veuillez parler plus bas, monseigneur, dit Montsoreau, toujours aussi calme. Votre Altesse oublie qu'elle parle à un gentilhomme, à un bon serviteur. Le duc se mit à rire convulsivement. À un bon serviteur du roi, continua Montsoreau, aussi impassible qu'avant cette terrible menace. Le duc s'arrêta sur ce seul mot. Que voulez-vous dire ? murmura-t-il. Je veux dire, reprit avec douceur et obséquiosité Montsoreau, que si monseigneur voulait bien m'entendre, il comprendrait que j'ai pu prendre cette femme, puisque son Altesse voulait elle-même la prendre. Le duc ne trouva rien à répondre, stupéfait de tant d'audace. « Voici mon excuse, dit humblement le grand veneur. J'aimais ardemment mademoiselle de Méridor. »« Moi aussi, répondit François avec une inexprimable dignité. « C'est vrai, monseigneur, vous êtes mon maître, mais mademoiselle de Méridor ne vous aimait pas. »« Et elle t'aimait, toi ?»« Peut-être, murmura Montsoreau. »« Tu mens, tu l'as violentée comme je la violentais. Seulement, moi, le maître, j'ai échoué. Toi, le valet, tu as réussi. C'est que je n'ai que la puissance, tandis que tu avais la trahison. Monseigneur, je l'aimais. Que m'importe, à moi, monseigneur. Des menaces, serpents. Monseigneur, prenez garde, dit Montsoreau en baissant la tête, comme le tigre qui médite son élan. Je l'aimais, vous dis-je, et je ne suis pas un de vos valets, comme vous disiez tout à l'heure. Ma femme est à moi, comme ma terre. Nul ne peut me la prendre, pas même le roi. Or, j'ai voulu avoir cette femme, et je l'ai prise. Vraiment, dit François en s'élançant vers le timbre d'argent placé sur la table. Tu l'as prise ? Eh bien, tu la rendras. Vous vous trompez, monseigneur, s'écria Montsoreau en se précipitant vers la table pour empêcher le prince d'appeler. Arrêtez cette mauvaise pensée qui vous vient de me nuire, car si vous appeliez une fois, si vous me faisiez une injure publique, tu rendras cette femme, te dis-je. La rendre ? Comment ? Elle est ma femme, je l'ai épousée devant Dieu. Montsoreau comptait sur l'effet de cette parole, mais le prince ne quitta point son attitude irritée. Si elle est ta femme devant Dieu, dit-il, tu la rendras aux hommes. Il sait donc tout, murmura Montsoreau. Oui, je sais tout. Ce mariage, tu le rompras. Je le romprai, fusses-tu 100 fois engagé devant tous les dieux qui ont régné dans le ciel. Ah, monseigneur, vous blasphémez, dit Montsoreau. Demain, mademoiselle de Méridor sera rendue à son père. Demain, tu partiras pour l'exil que je vais t'imposer.
Dans 1 heure, tu auras vendu ta charge de grand veneur. Voilà mes conditions. Sinon, prends garde, vassal, je te briserai comme je brise ce verre. » Et le prince, saisissant une coupe de cristal émaillé, présent de l'archiduc d'Autriche, la lança comme un furieux vers Montsoreau, qui fut enveloppé de ses débris. « Je ne rendrai pas la femme, je ne quitterai pas ma charge et je demeurerai en France, » reprit Montsoreau en courant à François stupéfait. « Pourquoi cela, maudit ? Parce que je demanderai ma grâce au roi de France, au roi élu à l'abbaye de Sainte-Geneviève, et que ce nouveau souverain, si bon, si noble, si heureux de la faveur divine, toute récente encore, ne refusera pas d'écouter le premier suppliant qui lui présentera une requête. » Montsoreau avait accentué progressivement ces mots terribles. Le feu de ses yeux passait peu à peu dans sa parole, qui devenait éclatante. François pâlit à son tour, fit un pas en arrière, alla pousser la lourde tapisserie de la porte d'entrée, puis, saisissant Montsoreau par la main, il lui dit, en saccadant chaque mot comme s'il eût été au bout de ses forces. « C'est bien. Comte, cette requête, présentez-la-moi plus bas. Je vous écoute. »« Je parlerai humblement, » dit Montsoreau, redevenu tout à coup tranquille, « humblement, comme il convient, au très humble serviteur de votre Altesse. » François fit lentement le tour de la vaste chambre, et, quand il fut à portée de regarder derrière les tapisseries, il y regarda à chaque fois. Il semblait ne pouvoir croire que les paroles de Montsoreau n'eussent pas été entendues. « Vous disiez, demanda-t-il. »« Je disais, monseigneur, qu'un fatal amour a tout fait. L'amour, noble seigneur, est la plus impérieuse des passions. Pour me faire oublier que votre Altesse avait jeté les yeux sur Diane, il fallait que je ne fusse plus maître de moi. Je vous le disais, comte, c'est une trahison. Ne m'accablez pas, monseigneur. Voilà quelle est la pensée qui me vint. Je vous voyais riche, jeune, heureux. Je vous voyais le premier prince du monde chrétien. » Le duc fit un mouvement. « Car vous l'êtes, » murmura Montsoreau à l'oreille du duc. « Entre ce rang suprême et vous, il n'y a plus qu'une ombre, facile à dissiper. Je voyais toute la splendeur de votre avenir et, comparant cette immense fortune au peu de choses que j'ambitionnais, ébloui de votre rayonnement futur, qui m'empêchait presque de voir la pauvre petite fleur que je désirais, moi, chétif, près de vous, mon maître, je me suis dit, laissons le prince à ses rêves brillants, à ses projets splendides. Là est son but. Moi, je cherche le mien dans l'ombre. À peine s'apercevra-t-il de ma retraite, à peine sentira-t-il glisser la chétive perle que je dérobe à son bandeau royal. « Comte, comte !» dit le duc, enivré malgré lui par la magie de cette peinture. « Vous me pardonnez, n'est-ce pas, monseigneur ?» À ce moment, le duc leva les yeux. Il vit au mur, tapissé de cuir doré, le portrait de Bussy, qu'il aimait à regarder parfois, comme il avait jadis aimé à regarder le portrait de la Mole. Ce portrait avait l'œil si fier, la mine si haute, il tenait son bras si superbement arrondi sur la hanche, que le duc se figura voir Bussy lui-même avec son œil de feu, Bussy qui sortait de la muraille pour l'exciter à prendre courage. « Non, dit-il, je ne puis vous pardonner. Ce n'est pas pour moi que je tiens rigueur, Dieu m'en est témoin. C'est parce qu'un père en deuil, un père indignement abusé, réclame sa fille. C'est parce qu'une femme, forcée à vous épouser, crie vengeance contre vous. C'est parce que, en un mot, le premier devoir d'un prince est la justice. Monseigneur, c'est, vous dis-je, le premier devoir d'un prince, et je ferai justice. Si la justice, dit Montsoreau, est le premier devoir d'un prince, la reconnaissance est le premier devoir d'un roi. Que dites-vous ? Je dis que jamais un roi ne doit oublier celui auquel il doit sa couronne. Or, monseigneur... Eh bien, vous me devez la couronne, sire. Montsoreau, s'écria le duc avec une terreur plus grande encore qu'aux premières attaques du grand veneur. Montsoreau, reprit-il d'une voix basse et tremblante.
Êtes-vous donc alors un traître envers le roi, comme vous fûtes un traître envers le prince ? Je m'attache à qui me soutient, sire, continua Montsoreau d'une voix de plus en plus élevée. Malheureux. Et le duc regarda encore le portrait de Bussy. Je ne puis, dit-il. Vous êtes un loyal gentilhomme, Montsoreau. Vous comprendrez que je ne puis approuver ce que vous avez fait. Pourquoi cela, monseigneur ? Parce que c'est une action indigne de vous et de moi. Renoncez à cette femme. Et, mon cher comte, encore ce sacrifice, mon cher comte, je vous en dédommagerai par tout ce que vous me demanderez. Votre Altesse aime donc encore Diane de Méridor ? Fit Montsoreau, pâle de jalousie. Non, non, je le jure, non. Eh bien, alors, qui peut arrêter votre Altesse ? Elle est ma femme. Ne suis-je pas bon gentilhomme ? Quelqu'un peut-il s'immiscer ainsi dans les secrets de ma vie ? Mais elle ne vous aime pas. Qu'importe. Faites cela pour moi, Montsoreau. Je ne le puis. Alors, dit le duc plongé dans la plus horrible perplexité. Alors, réfléchissez, sire. Le duc essuya son front couvert de la sueur que ce titre prononcé par le comte venait d'y faire monter. Vous me dénonceriez ? Au roi détrôné pour vous, oui, votre majesté. Car, si mon nouveau prince me blessait dans mon honneur, dans mon bonheur, je retournerais à l'ancien. C'est infâme. C'est vrai, sire, mais j'aime assez pour être infâme. C'est lâche. Oui, votre majesté, mais j'aime assez pour être lâche. Le duc fit un mouvement vers Montsoreau, mais celui-ci l'arrêta d'un seul regard, d'un seul sourire. « Vous ne gagnerez rien à me tuer, monseigneur, dit-il. Il y a des secrets qui surnagent avec les cadavres. Restons, vous, un roi plein de clémence, moi, le plus humble de vos sujets. » Le duc se brisait les doigts les uns contre les autres. Il les déchirait avec les ongles. « Allons, allons, mon bon seigneur, faites quelque chose pour l'homme qui vous a le mieux servi en toutes choses. » François se leva. « Que demandez-vous ? dit-il. « Que votre majesté... »« Malheureux, malheureux, tu veux donc que je le supplie ?»« Oh, monseigneur !» Et Montsoreau s'inclina. « Dites, murmura François. »« Monseigneur, vous me pardonnerez ? » ?»« Oui. »« Monseigneur, vous me réconcilierez avec monsieur de Méridor ? » ?»« Oui. »« Monseigneur, vous signerez mon contrat de mariage avec mademoiselle de Méridor ? » ?»« Oui, fit le duc d'une voix étouffée. »« Et vous honorerez ma femme d'un sourire le jour où elle paraîtra en cérémonie au cercle de la reine, à qui je veux avoir l'honneur de la présenter ? » ?»« Oui, dit François. »« Est-ce tout ? » ?»« Absolument tout, monseigneur. »« Allez, vous avez ma parole. »« Et vous, dit Montsoreau en s'approchant de l'oreille du duc, vous conserverez le trône où je vous ai fait monter. Adieu, sire. » Cette fois, il le dit si bas que l'harmonie de ce mot parut suave au prince. « Il ne me reste plus, pensa Montsoreau, qu'à savoir comment le duc a été instruit. » 11. Comment se tint le conseil du roi ? Le jour même, M. de Montsoreau avait, selon son désir manifesté au duc d'Anjou, présenté sa femme au cercle de la reine-mère et à celui de la reine. Henri, soucieux comme à son ordinaire, avait été se coucher, prévenu par M. de Morvilliers que le lendemain il faudrait tenir un grand conseil. Henri ne fit pas même de questions au chancelier. Il était tard, sa majesté avait envie de dormir. On prit l'heure la plus commode pour ne déranger ni le repos ni le sommeil du roi. Ce digne magistrat connaissait parfaitement son maître et savait qu'au contraire de Philippe de Macédoine, le roi endormi ou à jeun n'écouterait pas avec une lucidité suffisante les communications qu'il avait à lui faire. Il savait aussi que Henri, dont les insomnies étaient fréquentes, c'est l'apanage de l'homme qui doit veiller sur le sommeil d'autrui de ne pas dormir lui-même, songerait au milieu de la nuit à l'audience demandée et la donnerait avec une curiosité aiguillonnée selon la gravité de la circonstance. Tout se passa comme M. de Morvilliers l'avait prévu.
Après un premier sommeil de 3 ou 4 heures, Henri se réveilla. La demande du chancelier lui revint en tête. Il s'assit sur son lit, se mit à penser, et, las de penser tout seul, il se laissa glisser le long de ses matelas, passa ses caleçons de soie, chaussa ses pantoufles, et, sans rien changer à sa toilette de nuit, qui le rendait pareil à un fantôme, il s'achemina, à la lueur de sa lampe, qui depuis que le souffle de l'Éternel était passé dans l'Anjou avec Saint-Luc, ne s'éteignait plus. Il s'achemina, disons-nous, vers la chambre de Chicot, la même où s'étaient si heureusement célébrées les noces de mademoiselle de Brissac. Le Gascon dormait à plein sommeil et ronflait comme une forge. Henri le tira 3 fois par le bras sans parvenir à le réveiller. À la 3e fois, cependant, le roi ayant accompagné le geste de la voix et appelé Chicot à tue-tête, le Gascon ouvrit un œil. « Chicot !» répéta le roi. « Qu'y a-t-il encore ?» demanda Chicot. « Hé, mon ami, dit Henri, comment peux-tu dormir ainsi quand ton roi veille ?»« Oh, mon Dieu !» s'écria Chicot, feignant de ne pas reconnaître le roi. « Est-ce que Sa Majesté a pris une indigestion ?»« Chicot, mon ami, dit Henri, c'est moi. »« Qui, toi ?»« Moi, Henri. »« Décidément, mon fils, ce sont les bécassines qui t'étouffent. Je t'avais cependant prévenu. Tu en as trop mangé hier soir, comme aussi de ces bisques aux écrevisses. »« Non, dit Henri, car à peine y ai-je goûté. »« Alors, dit Chicot, c'est qu'on t'a empoisonné. Ventre de biche, que tu es pâle, Henri. »« C'est mon masque de toile, mon ami, dit le roi. »« Tu n'es donc pas malade ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi me réveilles-tu ? » ?»« Parce que le chagrin me persécute. »« Tu as du chagrin ? » ?»« Beaucoup. »« Tant mieux. »« Comment, tant mieux ? » ?»« Oui, le chagrin fait réfléchir. Et tu réfléchiras qu'on ne réveille un honnête homme à 2 heures du matin que pour lui faire un cadeau. Que m'apportes-tu, voyons ? Rien, Chicot. Je viens causer avec toi. Ce n'est point assez. Chicot, monsieur de Morvilliers est venu hier soir à la cour. Tu reçois bien mauvaise compagnie, Henri. Et que venait-il faire ? Il venait me demander audience. Ah, voilà un homme qui sait vivre. Ce n'est pas comme toi, qui entre dans la chambre des gens à 2 heures du matin sans dire gare. Que pouvait-il avoir à me dire, Chicot ? Comment, malheureux, s'écria le Gascon, c'est pour me demander cela que tu me réveilles ? Chicot, mon ami, tu sais que monsieur de Morvilliers s'occupe de ma police. Non, ma foi, dit Chicot, je ne le savais pas. Chicot, dit le roi, je trouve au contraire, moi, que monsieur de Morvilliers est toujours très bien renseigné. Et quand je pense, dit le Gascon, que je pourrais dormir au lieu d'entendre de pareilles sornettes. Tu doutes de la surveillance du chancelier ? Demanda Henri. Oui, Corbeuf, j'en doute, dit Chicot, et j'ai mes raisons. Lesquelles ? Si je t'en donne une seule, cela te suffira-t-il ? Oui, si elle est bonne. Et tu me laisseras tranquille après ? Certainement. Eh bien, un jour... Non, c'était un soir. Peu importe. Au contraire, cela importe beaucoup. Eh bien, un soir, je t'ai battu dans la rue Froidmantel. Tu avais avec toi Caylus et Schomberg. Tu m'as battu. Oui, bâtonné tous 3. À quel propos ? Vous aviez insulté mon page. Vous avez reçu les coups et monsieur de Morvilliers ne vous en a rien dit. Comment ? S'écria Henri. C'était toi, scélérat ? C'était toi, sacrilège ? Moi-même, dit Chicot en se frottant les mains. N'est-ce pas, mon fils, que je frappe bien quand je frappe ? Misérable ! Tu avoues donc que c'est la vérité. Je te ferai fouetter, Chicot. Il ne s'agit pas de cela, est-ce vrai, oui ou non ? Voilà tout ce que je te demande. Tu sais bien que c'est vrai, malheureux. As-tu fait venir le lendemain monsieur de Morvilliers ? Oui, puisque tu étais là quand il est venu. Lui as-tu raconté le fâcheux accident qui était arrivé la veille à un gentilhomme de tes amis ? Oui. Lui as-tu ordonné de retrouver le coupable ? Oui. Te l'a-t-il retrouvé ? Non. Eh bien, va donc te coucher, Henri. Tu vois que ta police est mal faite. Et, se retournant vers le mur, sans vouloir répondre davantage,
Chicot se remit à ronfler avec un bruit de grosse artillerie qui ôta au roi toute espérance de le tirer de ce second sommeil. Henri rentra en soupirant dans sa chambre et, à défaut d'autres interlocuteurs, se mit à déplorer, avec son lévrier Narcisse, le malheur qu'ont les rois de ne jamais connaître la vérité qu'à leurs dépens. Le lendemain, le conseil s'assembla. Il variait selon les changeantes amitiés du roi. Cette fois, il se composait de Caylus, de Maugiron, de d'Épernon et de Schomberg, en faveur tous quatre depuis plus de 6 mois. Chicot, assis au haut bout de la table, taillait des bateaux en papier et les alignait méthodiquement pour faire, disait-il, une flotte à Sa Majesté très chrétienne, à l'instar de la flotte du roi très catholique. On annonça M. de Morvilliers. L'homme d'État avait pris son plus sombre costume et son air le plus lugubre. Après un salut profond, qui lui fut rendu par Chicot, il s'approcha du roi. « Je suis, dit-il, devant le conseil de votre majesté ? » ?»« Oui, devant mes meilleurs amis. Parlez. »« Eh bien, sire, je prends assurance et j'en ai besoin. Il s'agit de dénoncer un complot bien terrible à votre majesté. »« Un complot ?» s'écrièrent tous les assistants. Chicot dressa l'oreille et suspendit la fabrication d'une superbe galiote à 2 têtes, dont il voulait faire la barque amirale de la flotte. « Un complot, oui, majesté, dit M. de Morvilliers, baissant la voix avec ce mystère qui présage les terribles confidences. « Oh oh, fit le roi, voyons, est-ce un complot espagnol ?» À ce moment, M. le duc d'Anjou, mandé au conseil, entra dans la salle, dont les portes se refermèrent aussitôt. « Vous entendez, mon frère, dit Henri, après le cérémonial. M. de Morvilliers nous dénonce un complot contre la sûreté de l'État. » Le duc jeta lentement sur les gentilshommes présents ce regard si clair et si défiant que nous lui connaissons. « Est-il bien possible ?» murmura-t-il. « Hélas, oui, monseigneur, dit M. de Morvilliers, un complot menaçant. »« Contez-nous cela, répliqua Chicot en mettant sa galiote terminée dans le bassin de cristal placé sur la table. « Oui, balbutia le duc d'Anjou, contez-nous cela, monsieur le chancelier. »« J'écoute, dit Henri. Le chancelier prit sa voix la plus voilée, sa pose la plus courbée, son regard le plus affairé. « Sire, dit-il, depuis très longtemps, je veillais sur les menées de quelques mécontents. »« Oh, fit Chicot, quelques ? Vous êtes bien modeste, monsieur de Morvilliers. »« C'étaient, continua le chancelier, des hommes sans aveu, des boutiquiers, des gens de métier ou de petits clercs de robe. Il y avait de ci, de là, des moines et des écoliers. »« Ce ne sont pas là de bien grands princes, dit Chicot avec une parfaite tranquillité, et en recommençant un nouveau vaisseau à 2 pointes. Le duc d'Anjou sourit forcément. « Vous allez voir, sire, dit le chancelier. Je savais que les mécontents profitent toujours de 2 occasions principales, la guerre ou la religion. »« C'est fort sensé, dit Henri. Après, le chancelier, heureux de cet éloge, poursuivit. Dans l'armée, j'avais des officiers dévoués à votre majesté qui m'informaient de tout. Dans la religion, c'est plus difficile. Alors, j'ai mis des hommes en campagne. »« Toujours fort sensé, dit Chicot. Et enfin, continua Morvilliers, je réussis à faire décider par mes agents un homme de la prévôté de Paris. »« À quoi faire ? dit le roi. »« À espionner les prédicateurs qui vont excitant le peuple contre votre majesté. »« Oh oh, pensa Chicot, mon ami serait-il connu ? » Ces gens reçoivent les inspirations, non pas de Dieu, sire, mais d'un parti fort hostile à la couronne. Ce parti, je l'ai étudié. »« Fort bien, dit le roi. »« Très sensé, dit Chicot. »« Et j'en connais les espérances, ajouta triomphalement Morvilliers. »« C'est superbe, s'écria Chicot. Le roi fit signe au Gascon de se taire. Le duc d'Anjou ne perdit pas de vue l'orateur. « Pendant plus de 2 mois, dit le chancelier, j'entretins, au gage de votre majesté, des hommes de beaucoup d'adresse, d'un courage à toute épreuve, d'une avidité insatiable, c'est vrai, mais que j'avais soin de faire tourner au profit du roi, car, tout en les payant magnifiquement, j'y gagnais encore. J'appris d'eux que...
Moyennant le sacrifice d'une forte somme d'argent, je connaîtrai le premier rendez-vous des conspirateurs. »« Voilà qui est bon, dit Chicot. Paye, mon roi, paye. »« Et qu'à cela ne tienne, s'écria Henri. Voyons, chancelier, le but de ce complot, l'espérance des conspirateurs. Sire, il ne s'agit de rien moins que d'une seconde Saint-Barthélemy. Contre qui ? Contre les Huguenots. Les assistants se regardèrent surpris. Combien cela vous a-t-il coûté, à peu près ? Demanda Chicot. 75 000 livres d'une part, 100 000 de l'autre. Chicot se retourna vers le roi. Si tu veux, pour 1000 écus, je te dis le secret de monsieur de Morvilliers, s'écria le Gascon. Celui-ci fit un geste de surprise. Le duc d'Anjou fit meilleur visage qu'on eût pu s'y attendre. Dis, répliqua le roi. C'est la ligue pure et simple, fit Chicot. La ligue commençait depuis 10 ans. Monsieur de Morvilliers a découvert ce que tout bourgeois parisien sait comme son pater. Monsieur, interrompit le chancelier. Je dis la vérité, et je le prouverai, s'écria Chicot d'un ton d'avocat. Dites-moi le lieu de la réunion des ligueurs, alors. Très volontiers. 1. La place publique. 2. La place publique. 3. Les places publiques. Monsieur Chicot veut rire, dit en grimaçant le chancelier. Et leur signe de ralliement ? Ils sont habillés en parisiens et remuent les jambes lorsqu'ils marchent, répondit gravement Chicot. Un éclat de rire général accueillit cette explication. Monsieur de Morvilliers crut qu'il serait de bon goût de céder à l'entraînement, et il rit avec les autres. Mais, redevenant sombre, « Enfin, dit-il, mon espion a assisté à l'une de leurs séances, et cela dans un lieu que monsieur Chicot ne connaît pas. » Le duc d'Anjou pâlit. « Où cela ? dit le roi. « À l'abbaye Sainte-Geneviève. » Chicot laissa tomber une poule en papier qu'il embarquait dans la barque amirale. « L'abbaye Sainte-Geneviève » dit le roi. « C'est impossible, » murmura le duc. « Cela est, » dit Morvilliers, satisfait de l'effet produit et regardant avec triomphe toute l'assemblée. « Et qu'ont-ils fait, monsieur le chancelier ? Qu'ont-ils décidé ? demanda le roi. « Que les ligueurs se nommeraient des chefs, que chaque enrôlé s'armerait, que chaque province recevrait un envoyé de la métropole insurrectionnelle, que tous les huguenots chéris de sa majesté, ce sont leurs expressions, » le roi sourit, « seraient massacrés à un jour désigné. »« Voilà tout, » demanda Henri. « Peste, » dit Chicot, « on voit que tu es catholique. »« Est-ce bien tout ?» dit le duc. « Non, monseigneur. »« Peste, je crois bien que ce n'est pas tout. Si nous n'avions que cela pour 175 000 livres, le roi serait volé. »« Parlez, chancelier, » dit le roi. « Il y a des chefs. » Chicot vit s'agiter sur le cœur du duc son pourpoint que soulevaient les battements. « Tiens, 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 dit-il, un complot qui a des chefs. C'est étonnant. Cependant, il nous faut encore quelque chose pour nos 175 000 livres. » « Ces chefs, leur nom ? demanda le roi. « Comment s'appellent ces chefs ? » « D'abord, un prédicateur, un fanatique, un énergumène, dont j'ai acheté le nom 10 000 livres. Et vous avez bien fait. Le frère Génovéfin Gorenflot. »« Pauvre diable, fit Chicot avec une commisération véritable. Il était dit que cette aventure ne lui réussirait pas. »« Gorenflot, dit le roi en écrivant ce nom. »« Bien, après. »« Après, dit le chancelier avec hésitation. Mais, sire, c'est tout. » Et Morvilliers promena encore sur l'assemblée son regard inquisiteur et mystérieux qui semblait dire « Si votre majesté était seule, elle en saurait bien davantage. »« Dites, chancelier, je n'ai que des amis ici. Dites. »« Oh, sire, celui que j'hésite à nommer a aussi des amis bien puissants. »« Près de moi ? » ?»« Partout. »« Sont-ils plus puissants que moi ?» s'écria Henri, pâle de colère et d'inquiétude. « Sire, un secret ne se dit pas à haute voix. Excusez-moi, je suis homme d'État. »« C'est juste. »« C'est fort sensé, dit Chicot, mais nous sommes tous hommes d'État. »« Monsieur, dit le duc d'Anjou, nous allons présenter au roi nos très humbles respects.
si la communication ne peut être faite en notre présence. Monsieur de Morvilliers hésitait. Chicot guettait jusqu'au moindre geste, craignant que le chancelier, tout naïf qu'il semblait être, n'eût réussi à découvrir quelque chose de moins simple que ses premières révélations. Le roi fit signe au chancelier de s'approcher, au duc d'Anjou de demeurer en place, à Chicot de faire silence, aux 3 favoris de détourner leur attention. Aussitôt, M. de Morvilliers se pencha vers l'oreille de Sa Majesté. Mais il n'avait pas fait la moitié du mouvement compassé selon toutes les règles de l'étiquette qu'une immense clameur retentit dans la cour du Louvre. Le roi se redressa subitement. Messieurs de Caylus et d'Épernon se précipitèrent vers la fenêtre. M. d'Anjou porta la main à son épée, comme si tout ce bruit menaçant eût été dirigé contre lui. Chicot, se haussant sur les pieds, voyait dans la cour et dans la chambre. « Tiens, monsieur de Guise !» s'écria-t-il le premier. « Monsieur de Guise qui entre au Louvre !» Le roi fit un mouvement. « C'est vrai, dirent les gentilshommes. »« Le duc de Guise ?» balbutia M. d'Anjou. « Voilà qui est bizarre, n'est-ce pas ? Que M. de Guise soit à Paris, » dit lentement le roi, qui venait de lire dans le regard presque hébété de M. de Morvilliers le nom que ce dernier voulait lui dire à l'oreille. « Est-ce que la communication que vous vouliez me faire avait trait à mon cousin de Guise ?» demanda-t-il à voix basse au magistrat. « Oui, sire, c'est lui qui présidait la séance, » répondit le chancelier sur le même ton. « Et les autres ? Je n'en connais pas d'autres. » Henri consulta Chicot d'un coup d'œil. « Ventre de biche !» s'écria le Gascon en se posant royalement. « Faites entrer mon cousin de Guise !» Et, se penchant vers Henri, « En voilà un, lui dit-il à l'oreille, dont tu connais assez le nom, à ce que je crois, pour n'avoir pas besoin de l'inscrire sur tes tablettes. » Les huissiers ouvrirent la porte avec fracas. « Un seul battant, messieurs, dit Henri, un seul. Les 2 sont pour le roi. » Le duc de Guise était assez avant dans la galerie pour entendre ces paroles, mais cela ne changea rien au sourire avec lequel il avait résolu d'aborder le roi. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.